Hello! Hello, hello! Salut tout le monde. Salut! Je vois des têtes un peu connues, enfin des têtes, des noms connus que je connais. On va attendre encore une petite minute si ça te va, Sam, puis après Ouais, ouais, ça me va. Et j'adore le démarrage de ton webinar. Franchement, enfin de notre webinar, c'est quand même, Ouais, c'est tu- bien pour donner l'ambiance directe. Je connais des têtes connues. Voilà, c'est pas mal. ouais. Et je sais pas si vous avez vu le dernier post LinkedIn que j'ai posté il y a quelques minutes de Sam qui est en train de se préparer et Ouais, c'est mémorable. Sam a mis a préparé tout son setup, hein, comme vous pouvez le voir, c'est très joli chez ouais, lui. c'est beau. Alors les gens dans le chat, est-ce que mon setup vous plaît? Est-ce que les couleurs vous plaisent? Je peux changer de couleur si vous voulez. On pourra faire un sondage plus tard et J'ai choisir la couleur de mon background si vous voulez. j'ai été obligé de mettre une casquette parce que normalement je devais avoir une casquette Sroux, mais je n'ai pas reçu ma casquette Sroux. Merci. Non, mais elle va venir ta casquette sur vous, t'inquiète. Voilà. Bon, écoute, allez go, on y va. C'est parti. Allez, bah, je vais partager mon écran et hop, tac tac, boum. Sam, c'est bon, on voit. Non, c'est pas un mur porteur derrière moi. Non, mais je réponds au chat hein, déjà, désolé. J'ai lancé un webinar sur l'architecture. On change de thème. On change de thème. On va parler que du setup de Sam. C'est ça exactement, ouais. Voilà. Est-ce que tu vois mon écran, Sam? Parce que ce que je Ouais, vois, les autres le voient. Ok. Eh ben, du coup, je vais commencer. Je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Morin. Je suis le fondateur et CEO de Dezio. Dezio, c'est une agence de grosses qui fait du SEO, du SEA, de la outreach, du cold email, du scrapping, plein de choses comme ça. Principalement, on bosse pour des entreprises en B2B, mais on a quand même beaucoup aussi de B2C, d'e-commerce, etc. On a accompagné plus de 500 boîtes jusqu'à présent, dont certaines enfin, une bonne partie, à mon avis, vous connaissez. Numa, qui est un incubateur, HEC, que vous connaissez forcément, Newsfront, et Luco, qui n'est pas en bonne posture, d'ailleurs, en ce moment. Et voilà, en gros, pour Dezio. Ah bah voilà, j'avais déjà expliqué ça ici, donc je passe. Je te laisse la main, du coup, Sam, de ton côté. ouais, moi c'est Samuel Schmitt. Je suis pas allemand, je suis alsacien. C'est pour ça que j'ai un nom de famille allemand. Si vous ne me connaissez pas, je suis fondateur de Sroo. Sroo, c'est un outil de SEO focusé sur la création de contenu, sur le contenu, on va dire, sur le SEO content. Ça vous permet d'analyser les SERP de Google. En gros, analyser vos concurrents. Il y a aussi un module de création de brief assisté par l'IA. Vous pouvez aussi auditer vos sites ou vos pages pour voir ce qui manque, etc., les mots à rajouter, les headings à rajouter. Et aussi, pour faire des stratégies de topic cluster ou cocon sémantique pour les francophones, Sroo permet aussi ça. Donc, vous pouvez voir un peu, voilà, la capture d'écran ici qui montre le regroupement de mots-clés. On n'est pas là pour vendre l'outil, on n'est pas là pour vendre de yeux, on est là pour vous apporter de la valeur. Donc, on va passer, mais n'hésitez pas à essayer Sroo, c'est gratuit. Il y a quelques grosses boîtes qui l'utilisent déjà. Voilà. Ok. Donc, Euh, ça, moi, c'est ma partie. Donc, juste pour ceux qui sont déjà présents, merci d'être venus encore. On a commencé une série sur le SEO, sur le SEO, je raconte n'importe quoi. On commence une série de webinars sur le SEO, sur les systèmes, comment scaler vos processus. Aujourd'hui, on va parler du SEO local. Ça sera on va dire le premier épisode. Il y aura d'autres épisodes si vous êtes sage et si aussi vous voulez, bien sûr. Donc, c'est quoi le SEO local? Donc, Jonathan, peut-être que tu peux passer au slide suivant. ouais. Donc, on a fait du copier-coller de Wikipédia ici. Donc, voilà, on voulait vous montrer un peu la qualité de nos recherches. Donc, c'est quoi le SEO local? En gros, le SEO, c'est pour optimiser votre visibilité sur les moteurs de recherche. La partie locale, c'est pour être visible localement, donc ou sur des recherches locales. Et là, c'est ces deux points, être visible localement ou sur des recherches locales, qu'on va expliquer dans le slide suivant. Donc, localement, c'est quoi? En gros, disons que je suis à Paris dans le 15e. En fait, je suis techniquement en Alsace, au cas où il y a des Alsaciens dans le chat. Donc, disons que je suis à Paris dans le 15e et je tape boulangerie dans Google. Qu'est-ce qui va se passer? Google va me montrer une liste
de boulangerie dans le 15e, voilà. Mais après, il y a des recherches locales. Je peux être moi ailleurs, en France, par exemple à Cergy, et je peux taper boulangerie à Paris 15e, et là, j'aurai techniquement plus ou moins le même résultat, la liste des boulangeries dans le 15e. Donc vraiment, c'est ces deux on va dire, aspects à comprendre, être visible localement et aussi les recherches locales. Tu peux aller sur le slide d'après. Donc là, c'est pour vous montrer un peu, voilà, donc ceux qui sont déjà un peu experts dans le SEO, vous comprenez qu'en gros, déjà une recherche locale, quand on tape dans Google et qu'il y a la Google Maps dans la SERP, c'est une recherche locale en général. Et donc là, par exemple, on peut voir le mot-clé boulangerie tapé à gauche. Donc c'est les bureaux de John à Marseille. Donc là, on peut voir qu'il y a les boulangeries dans, on va dire, le kilomètre carré autour de son bureau. Pour une autre recherche, par exemple, tailleur de pierre. Donc, il n'y a pas autant de tailleurs de pierre que de boulangers, malheureusement pour les tailleurs de pierre. Mais donc là, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'en fait, en fonction de la concurrence, Google va s'adapter et afficher toujours le même nombre de résultats, 4, 5. Mais voilà, il peut dézoomer sur la zone de concurrence. Donc, pourquoi faire du SEO local? Très bonne question. Donc, quelques chiffres. D'une, 46% des recherches sur Google ont une intention locale. Donc, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que voilà, presque la moitié des gens cherchent quelque chose localement quand ils sont sur Google. Et ça, c'est très important. 72% des consommateurs qui ont effectué une recherche locale ont visité un magasin situé à moins de 8 km. Honnêtement, le moins de 8 km, c'est pas très grave, mais qu'est-ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, il y a une intention d'achat derrière. Si quelqu'un tape, peut-être pas boulanger, mais si quelqu'un cherche quelque chose localement, c'est que clairement, il a envie d'aller faire un achat. Donc, si on parle de funnel de vente, on est, on va dire, proche peut-être de la conversion. Donc, c'est important d'être visible sur ce type de recherche. Tu peux aller au prochain. Et aussi, bon, ça, c'est un point que John va développer par la suite. Être visible sur Google My Business, c'est très important parce que aussi ça vous permet d'être visible via Google Maps. Et donc, quand les gens vont être sur Google Maps et chercher peut-être un service ou une entreprise, voilà, vous avez plus de chances d'être visible et les gens vont atterrir dans votre boutique. Finalement, donc il y a une augmentation d'après Google entre 2018 et 2019 de 500% des recherches locales. Ensuite, entre parenthèses, on imagine qu'avec la nouvelle génération de moteurs de recherche, il y aura peut-être encore plus d'intention locale, où le local aura peut-être une importance différente dans la façon dont Google affiche les résultats. Tu peux peut-être expliquer SGE rapidement, s'il te plaît, Sam, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au même niveau d'un point de vue SEO. Ouais, SGE, donc c'est Search Generative Engine. Donc en gros, c'est la nouvelle génération de moteurs de recherche de Google qui est actuellement encore en bêta, où il y aura en fait une partie qui sera générée par l'IA. Donc en fait, quand vous allez taper un mot-clé dans Google, il y aura un petit bouton pour vous dire générer une réponse par l'IA. On ne sait pas encore trop comment ça va évoluer, on ne sait pas encore trop les stratégies qu'il faudra mettre en place pour justement ranker bien dans ce bloc-là, mais on peut s'attendre aussi que la recherche locale sera peut-être touchée ou il y aura une importance plus ou moindre à l'avenir. Ouais, et pour rebondir, il n'y a pas encore effectivement de stratégie en place, mais il y a eu des études, parce qu'en fait, comme dit Sam, c'est en bêta aux US en l'occurrence, et il y a eu des études, des gens qui se sont amusés à essayer de regarder un petit peu quand est-ce que les nouveaux moteurs, enfin la nouvelle manière de montrer les résultats de recherche apparaissent. En fait, ça apparaît pas dans 100% des cas, ça apparaît dans des thèmes principaux. Et alors, ceux qui sont le plus touchés, en l'occurrence, c'est les e-commerce. Dans les études que j'ai pu lire, 100% des e-commerce étaient touchés. C'est-à-dire que dans 100% des cas, tous les e-commerce se retrouvaient dans le nouveau moteur de recherche basé avec de l'IA. À l'inverse, tout ce qui était plutôt autour de la finance, eux, c'était une étude il y a quelques semaines, mais étaient touchés à 20%, un truc comme ça, dans les recherches liées à la finance. Voilà, pour donner un peu plus de détails là-dessus. Mais donc, on verra. De toute façon, voilà, ce n'est pas le but aujourd'hui de parler de SGE, c'est plutôt de parler de la recherche locale. Et donc là, le petit, tu peux revenir sur ça. Ouais, donc, en gros, c'est pour qui? Donc, je pense que si vous êtes dans ce webinaire, si vous êtes intéressé par le SEO local, vous avez certainement une entreprise.
peut-être une boutique physique. Donc là, c'est clair, faites du SEO local. Ensuite, si vous n'avez pas de boutique physique, peut-être qu'il y a une intention de recherche locale. Peut-être vos clients ont une intention de recherche locale. C'est-à-dire que vos clients tapent dans Google une recherche qui a une intention locale et qui pourrait ultimement atterrir sur votre site. Donc, si c'est le cas, on va donner un exemple parce que c'est plus simple. Tu peux venir sur le slide d'après. Ouais. Justement, parce que là, ça veut dire quoi? En gros, c'est dire, par exemple, là, un exemple concret, c'est Dezio. Et John va vous expliquer justement la strat derrière pour ranker sur tous ces mots-clés. Donc là, on peut voir agence marketing digital Paris, agence SMO Paris, agence SEA Bordeaux. Dezio n'a pas forcément de bureau dans toutes ces villes, mais on peut voir qu'il rank bien. Justement, là, c'est comme je disais, Jonathan va expliquer la strat derrière, mais là, c'est vraiment une recherche à intention locale. Quelqu'un cherche une agence à Paris dans le digital marketing, et donc il faut se positionner là-dessus, même si votre boutique n'est pas forcément, ou votre agence n'est pas forcément physiquement à Paris. Donc c'est un peu ça l'idée de comprendre les intentions de recherche locale. Voilà, je fais une petite digression, mais essayez toujours de comprendre en gros comment vos clients tapent dans Google. Et ça, c'est la base, c'est comment les gens vont chercher. Et ensuite, vous allez pouvoir définir comment vous positionnez-vous. À part, tu veux rajouter quelque chose là, John? Sinon, on peut passer au slide d'après. Non, on peut passer, vas-y. Je te laisse continuer. Après, voilà, c'est la même chose, c'est juste l'exemple. En gros, pour aussi, encore ça, c'est un moyen de valider quelque part s'il y a une intention de recherche locale. Si là, on tape agence, j'arrive pas bien à lire, mais agence SEO Marseille, on peut voir encore la Google Maps. Donc, c'est clair qu'il y a une agence, il y a une intention locale. Donc là, essayez de vous positionner avec, on va voir par la suite comment le faire. Et pareil, donc voilà, on peut voir. Après, Jonathan vous laisse la péter. Là, il a juste voulu montrer que Dezio était présent partout en France, depuis de France. Donc voilà, c'est juste, en gros, ce slide, c'est juste pour qu'il se la pète. Merci, Sam, pour cette. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, le but de ce slide, hein, c'est ça, on est d'accord. Donc là, c'est pas juste la péter, parce qu'en fait, il va vous montrer. Et là, je fais un petit teaser pour la suite du webinar. Restez pour la suite du webinaire, ne partez pas, parce qu'on va vous expliquer justement comment automatiser tout ça et comment ranker sur différentes villes en France. Ouais. Prochain. Ouais, pareil, donc là, c'est bateau, mais c'est clair. Quelqu'un, comme je disais, vous avez vu avant, il y avait 72% des gens qui cherchent localement. Ben, il y a une grosse intention d'achat derrière. Et là, pareil, quelqu'un qui tape agence à Paris de marketing, généralement, c'est qu'il veut bosser avec quelqu'un. Il n'est pas juste là à taper, genre, c'est qui les agences? Donc voilà, donc il y a une grosse intention d'achat derrière, donc c'est des leads qualifiés. Bon, après, il y a toujours le truc de très bien, si on a une agence à Limoges, qu'on n'est pas présent par exemple à Limoges et que tu as un client un prospect qui t'appelle pour Limoges, il faut savoir après un peu expliquer le pourquoi du comment. Mais voilà. C'est clair. C'est ce qui nous arrive, c'est ce qui nous arrive de plus en plus d'ailleurs. Donc, je vais parler maintenant des best practices du SEO local et puis après, on enchaînera sur du coup le use case de comment on a fait pour Dezio pour se positionner bien sur un certain nombre de mots-clés localement. Donc, déjà, comprendre le SEO local, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui joue dans le SEO local? Donc, j'ai rien inventé, hein, j'ai piqué ça chez Local Ranker, qui est une société qui permet de gérer les fiches Google My Business quand on en a plein. Et concrètement, ils ont une grosse expertise là-dedans, c'est leur métier, hein, donc ils ont pu tester plein de choses. Donc globalement, on va voir ça, mais sur une fiche Google My Business, l'optimisation de la page joue à 32%. En gros, le référencement local, c'est-à-dire que vraiment on a des présences locales joue à 19%. Le fait de récolter, de gérer les avis, 16%. Les backlinks locaux, c'est-à-dire faire en sorte que j'ai une boulangerie à Paris, que j'ai plein de sites de Paris qui parlent de ma boulangerie. Bon, j'ai pris mon exemple, j'avoue, mon exemple est un peu pourri, mais vous voyez l'idée. L'engagement sur la page, ça joue aussi. La personnalisation et les citations et le contenu. Citation et contenu, c'est en fait le fait de poster sur vos pages. En fait, sur Google My Business, on peut poster des nouvelles. Le fait de faire vivre sa page a un impact, ok, moindre, mais ça a un impact aussi sur la visibilité. Donc, on va prendre chacun de ces éléments pour essayer de comprendre déjà comment ça fonctionne. Donc, le premier, c'est optimiser. Comment on fait pour optimiser sa page? Donc, première chose, on va essayer d'ajouter notre mot-clé et le nom de notre marque dans la fiche. Parce que là, du coup, quand vous tapez agence gros hacking et que vous êtes à Paris,
théoriquement, vous devriez voir la fiche de Dezio apparaître parce qu'on a mis agence Gross Hacking, que là, c'est la fiche de Paris. Et voilà. Deuxième chose, il faut essayer de placer ces mots-clés un peu partout. Vous voyez ici, là, dans les avis ici. Enfin, pardon, dans la description, on a replacé agence de grosse marketing, on a repassé des mots-clés, la sémantique autour de ça, un peu comme si vous le faisiez d'ailleurs dans Google de manière générale. Deuxième chose, il faut absolument que... Il y a des choses qui se passent en dehors de votre page Google My Business, notamment le fait d'avoir un site qui est mobile friendly. Alors, ça fait des années qu'on en parle, mais c'est encore plus présent, encore plus important dans le local, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent le SEO local sur leur téléphone, notamment dans tout ce qui est recherche de boutiques physiques, parce que souvent, ça va être des gens qui vont chercher une boulangerie, encore une fois, à Paris, ils sont dans leur voiture ou dans le métro, et ils sont sur leur téléphone, et voilà. Le contenu, donc on en parlait, essayer de publier assez régulièrement des news. Ça, pour le coup, Local Ranker peut vous aider pour ça. Ça permet de publier partout en même temps. Vous avez plusieurs fiches. Des backlinks qui viennent de sites locaux. Donc là, meilleure agence de gros hacking à Paris, pareil, c'est pour me la péter. Mais il y a des articles qui parlent de Dezio sur ces termes-là, sur des articles qui rankent pas mal et qui parlent de Dezio. Ça crée de la crédibilité sur le fait qu'on est bien à Paris. Et attends, je te coupe rapidement parce qu'en fait, j'ai une question. Enfin, j'ai une question. On a Ouais, une vas-y. question de Kevin. Et justement, c'est au sujet des backlinks. Donc là, c'est comment se représente un backlink sur une page Google My Business. Cela veut dire que le lien renvoie vers la fiche Google Maps. J'imagine que ta question, c'est s'il y a un lien qui redirige vers ta page My Business, c'est... Ouais, alors c'est pas vraiment sur la page My Business, c'est plutôt d'avoir qui redirige sur ton site. Si ton site est identifié comme à Paris, tu auras plus de chances d'être visible aussi sur Paris. C'est pas sur la fiche Google My Business. D'accord? J'espère que ça répond à sa question, parce que c'est pas moi, Kevin, mais Kevin, si ça répond pas à ta question... Kevin, est-ce que ça répond à ta question? Il est en train de taper. D'accord, on va attendre Kevin alors. D'accord, merci. On lui a mis la pression, c'est là. D'accord, merci. C'est clair. Kevin, t'inquiète pas, tu peux te détendre, nous on est détendu. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. J'adore interrompre Jonathan, donc donnez-moi de la matière pour l'interrompre. Moi, j'aime bien être interrompu et j'aime bien que ça me challenge aussi un petit peu, ou vous d'ailleurs, vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Une question, mais peut-être qu'on va le voir par la suite, mais peut-être tu pourras répondre par la suite, c'est Jocelyn l'inconnu, demande comment détrôner une agence positionnée sur agence Webflow Toulouse, par exemple. Comment détrôner une agence? Attends, Jocelyn, tu viens de Toulouse? Est-ce que c'est Jocelyn Lieb? Oui, et des Landes, ok. Oui, c'est lui. Oui, d'accord, ok. C'est Jocelyn avec qui on a fait un webinaire récemment aussi sur les SaaS. D'accord. Jocelyn, on va en parler, mais globalement, ça va être une histoire d'autorité et de pertinence dans la sémantique. Donc, on va voir ça. Les avis, super important, les avis. Donc, faites en sorte déjà de récolter les avis. Alors, il y a les Trustfolio et tout aussi qui sont intéressants, mais sur Google My Business, c'est super intéressant de récolter les avis et de faire en sorte dans la mesure du possible, d'essayer de faire en sorte que vos clients calent des mots-clés dans leurs avis. Alors, officiellement, ça ne sert à rien. Officieusement, je ne pense pas, de mon point de vue. Du coup, comme vous voyez, en fait, quand ils n'en positionnent pas, c'est moi qui en positionne. Donc, quand je réponds SEO, SEA, prospection, blabla. Là, vous voyez qu'ils ont mis gros hacking, donc ça va. Agence de gros hacking, ça va. Agence de gros marketing, donc ça va. Voilà. Donc, dans les avis, récoltez-les au maximum. Faites en sorte d'en avoir et d'en avoir des bons, bien sûr. Et là, c'est une question de ma part. Qu'est-ce que tu penses des avis qui sont faux? Parfois, on voit les avis, honnêtement, c'est clair que ça a été généré soit par le restaurateur ou par des amis de restaurateur. Est-ce que tu penses que ça a un impact négatif ou positif? Alors, les avis ne sont pas vérifiés, il me semble. Je ne vais pas dire de conneries, mais je ne crois pas qu'ils soient vérifiés par Google. Donc, sur le papier, ce n'est pas censé avoir d'impact. Mais en réalité, il faut aussi pas complètement être dupe. Je veux dire, si toi, tu vois que c'est des fakes,
n'importe qui peut le voir, et tu vas juste foutre une épine dans le pied parce que tu vas te retrouver avec une bonne idée sur le papier et qui devient un frein pour Non, les... mais c'est clair. C'était ça ma réflexion. C'est en gros, quand je vois des restos, on va dire, c'est ça, mes recherches locales les plus courantes. Ouais, Et quand tu vois qu'il y a des avis fake, tu te dis là, enfin, ça sent que voilà, c'est du fake, ça me donne pas envie d'y aller, tu vois. Donc, c'est ça. Et du coup, en fait, déjà, faites pas les bourrins de manière générale, ça sert à rien. Si vous en avez 20 ou si on en avait 2000, enfin, il y a un moment donné, on n'est pas dupe non plus. Hein. T'as un petit resto de quartier, t'as 2000 avis, c'est un peu bizarre, on va dire. Voilà, donc je suis pas contre le fait de faire des faux avis, mais il faut qu'ils soient quand même un peu travaillés. Donc si vous avez moyen de, avec ChatGPT c'est facile maintenant, mais si vous avez moyen de faire en sorte d'avoir des vrais avis, vrais faux avis quoi, j'ai compris, c'est mieux. Et de pas faire ça en mode bourrin, j'en fais 200 le jour J, mais plutôt j'en étale dans le temps. Ça sera aussi plus crédible et ça créera aussi de la fraîcheur sur votre fiche. Parce que s'il y a des avis assez régulièrement, c'est pareil, c'est un signal de la boîte à levier, quoi. Autre truc, donc ça c'est un peu plus technique pour ceux qui sont pas techniques du tout, mais c'est ce qu'on appelle les schémas. Les schémas, c'est de la donnée qu'on va passer à Google de par le code source, on va dire le code de la page, de vos pages. Là, en l'occurrence, c'est sur la page, vous voyez, là, il y a URL de Zio, donc sur la home page. Et ça, c'est du code qu'on va passer à Google pour lui expliquer un peu plus qui on est. Et là-dedans, on aurait pu, alors c'est pas fait, mais on aurait pu lui passer de Zio Paris, par exemple. Lui donner des informations qui vont être après utilisées. Il y a un certain nombre, il y a beaucoup de types de schémas différents, comme il y a plein de types de sports différents, on va dire, pour faire une image. Et il y a des schémas qui sont là pour vous aider à mieux vous positionner, enfin, plus être visible dans les résultats de recherche classiques de Google. Il y en a d'autres qui sont là pour la fiche Google My Business. Il y en a d'autres qui sont là pour afficher, quand vous tapez recette de tarte à la fraise, vous verrez, avant de cliquer dans Google, dans les résultats, vous verrez plein de petites images de tarte à la fraise. Tout ça, c'est des schémas qui gèrent ça. Et donc, c'est du code qui est sous deux formats possibles. Le premier, c'est le JSON, c'est celui-ci. C'est un format de données assez simple à comprendre. C'est une clé, c'est-à-dire de quoi on parle, quelle est la valeur, de quoi on parle, quelle est la valeur, de quoi on parle, quelle est la valeur. Et une deuxième qui est les items propres. Donc, en gros, ça, c'est on met directement dans les HTML. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu plus sale. Donc, je vous préconise de le faire plutôt en JSON. C'est un peu plus clair et plus rapide aussi. il y avait une autre question. Est-ce que c'est possible de relier les recommandations de nos profils LinkedIn sur la page Google My Business? Là, je peux répondre, je pense que non. Mais moi, ce que je propose, enfin, tu me diras si c'est oui ou non, Jonathan, mais moi, là, ce que je comprends l'idée, c'est en gros, c'est qu'il a des recommandations sur LinkedIn, des gens, des clients. Sur la page entreprise, c'est ça dont tu parles? Mais je pense que c'est une entreprise ou un solopreneur, je ne sais pas, mais Sadio, peut-être que tu peux nous. C'est solopreneur. Enfin bref, en gros, j'imagine qu'il a des avis positifs sur LinkedIn, freelance, voilà. Il a des avis positifs sur LinkedIn. Comment prendre ces avis positifs et les mettre sur Google My Business? Moi, ce que je ferais, peut-être c'est pas une bonne stratégie, mais tu contactes les gens qui t'aiment bien et tu leur dis est-ce que vous pouvez mettre aussi le même avis, ça vous prend une seconde, faites un copier-coller et voilà. En fait, c'est faire une campagne d'outreach, contacte tes clients qui t'aiment bien, dis-leur de le faire et voilà. Tu te fais une petite routine, une fois par semaine, tu en contactes un. Et tu vois, comme ça, tu en as un par semaine qui va écrire son petit message. Et à la limite, tu vois, si tu veux lui faire gagner du temps, tu lui donnes le lien de ta page Google My Business et tu lui écris l'avis. Comme ça, il a juste à le prendre, à le poster, et puis c'est réglé, tu vois. C'est clair. Là, tu l'emmerdes le moins possible. Lui, ça lui prend pas, c'est pas painful pour lui. S'il t'aime bien, il le fera. Parce que si John a mis un avis positif sur toi sur LinkedIn, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas le faire. Ouais, a priori. Ouais. Ouais, voilà, c'est tout. Le plus simple, c'est encore que nous, pour certains de nos clients qui n'ont pas le temps, je devrais pas le dire, mais on leur écrit quoi. Mais tu l'as dit. Je l'ai dit. Voilà. On leur écrit, mais ils sont OK avec, hein, bien sûr, mais. Non, mais attends, c'est normal. Je veux dire, quand on fait des cas d'études pour des entreprises, on écrit aussi les cas d'études. Ils les valident juste ensuite, tu vois. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Non, pardon, pas enfin. Ensuite, il faut aussi avoir du coup, on en vient, Jocelyn, ta question, comment on fait pour détrôner une agence Webflow, machin, à Toulouse? Il faut aussi des pages locales.
Donc, si en face de toi, tu as une agence Webflow à Toulouse, mais qu'elle n'a pas de page locale agence Webflow Toulouse, bah, si tu fais une page ultra thématisée sur agence Webflow Toulouse, tu as des chances de remonter. Là, tu vois, par exemple, typiquement, là, c'est une page qui s'appelle Gros Hacking Bordeaux, avec une page Google My Business à Bordeaux aussi. Et du coup, bah, en fait, c'est une page thématisée, c'est pas la home, c'est pas la home page de Dezio, c'est vraiment une page qui parle de notre expertise à Bordeaux. Et d'ailleurs, vous voyez là les notes, etc. Ça, c'est des schémas. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est des données qui sont poussées à Google et qui permettent de prendre un peu plus de place dans les résultats de recherche. Donc là, on lui indique concrètement à Google qu'on a une page Google My Business avec une adresse à Bordeaux. On a des résultats de recherche avec une page liée à notre expertise de mots-clés qu'on veut cibler à Bordeaux. Donc, moi qui ai tapé cette requête à Marseille, bah, je remonte. Voilà. Une question de Mehdi, encore sur les avis Google My Business qui sont bloqués. Visiblement, il y a ses clients qui lui mettent des avis, mais ça ne s'est pas affiché. Ça te parle? Non, je pense que normalement, c'est pas possible parce que, comme je disais tout à l'heure, normalement, les avis ne sont pas validés par Google. Donc, soit ils ont fait ça. Peut-être que leur profil à tes clients, ils sont blacklist de Google, je sais pas trop. Ça m'est jamais arrivé personnellement. Ou peut-être qu'ils n'ont pas appuyé sur OK. Ouais, ils ont peut-être pas appuyé sur OK aussi. Je sais pas. Une autre question, avez-vous vraiment des bureaux à Bordeaux? J'imagine que oui, car une adresse est renseignée dans le Google My Business. On va y venir. Alors là, en l'occurrence, on a vraiment des bureaux à Bordeaux, mais on n'a pas des bureaux partout en France, et vous allez voir. Du coup, j'ai fait un petit récap des actions qui sont super importantes quand on commence à entreprendre le sujet du SEO local, qui, je le rappelle, est crucial quand on a des recherches locales parce que c'est des trucs super, super intentionnistes. Je veux dire, entre écrire un article de blog sur comment créer une campagne Facebook Ads et espérer qu'il y ait une personne qui vienne contacter une agence, alors que son intention de recherche, c'est juste de savoir comment on crée une campagne Facebook Ads et créer une page agence Facebook Ads, là, l'intention de recherche, elle est beaucoup plus intentionniste. Ils ont besoin d'une agence, quoi. Donc, si on doit investiguer le même temps, moi, je vais plus sur agence Facebook Ads que sur créer une campagne Facebook Ads, pour faire simple. Donc, c'est une stratégie qui se développe et qui a du sens. Et en plus de ça, qui n'est pas ultra spammé comme peut l'être le contenu de manière générale sur Google. Il y a plus de place, j'ai l'impression, sur la partie recherche locale, avec les pages Google My Business, etc. Donc, sur les choses qui comptent, je vous ai dit, remplir et tenir à jour sa fiche, c'est le truc le plus important, évidemment. Ensuite, il y a les pages locales, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait que ça soit mobile, le fait d'avoir des avis, le fait d'ajouter des mots-clés pour bien faire comprendre la sémantique de votre page, ce que vous faites, etc. Et ensuite, il y a tout ce qui est blog post, donc typiquement, partager les contenus sur votre page. Du coup, je continue. Comment on fait du SEO local maintenant at scale? C'est pour ça que vous êtes venus, donc on va en parler. Ouais, enfin. Voilà. Donc, première chose, il ne faut pas se précipiter, il faut se poser les bonnes questions. Comme on l'a vu au début du webinaire, quand je suis un boulanger ou un tailleur de pierre, je n'ai pas les mêmes zones de chalandise sur un lieu donné. Donc, il faut d'abord se demander où est-ce que je veux être présent et à quelle échelle. Donc, est-ce que je vais être présent à Paris 12e? Est-ce que la concurrence, elle est tellement grosse à Paris que vaut mieux que je me positionne sur Paris 12e plutôt que de Paris? Ou à Paris 11e, 10e, 9e, etc. À l'inverse, sur Limoges, désolé pour les gens s'il y a des gens qui habitent à Limoges, mais il y a quand même beaucoup moins de concurrence à Limoges qu'à Paris. Voilà. Donc, on fait une petite recherche sur Google, on fait un petit tour sur SEMrush pour tester la concurrence et voir un petit peu, avec notre mot-clé plus Limoges, qu'est-ce qui ressort, est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça ne l'est pas. Ça nous donne un peu une idée de la zone de chalandise de ce qu'on va pouvoir cibler. Encore une fois, est-ce qu'on cible des arrondissements comme à Paris, là, ou la ville en entière, ou même plus large, limite une région, un département, ce genre de choses. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a le score de difficulté un petit peu et qu'on arrive à définir les mots, les villes qui nous intéressent, on va créer une petite formule que je fais moi, qui est qu'on va classer ces villes selon des critères qui sont plus ou moins objectifs. Donc déjà, la difficulté.
Donc, en gros, à quel point c'est difficile de se positionner sur la ville de Paris, par exemple. Donc, 1, c'est très difficile, 10, c'est très facile. À quel point, d'après les recherches que j'ai pu avoir sur SEMrush ou autre outil, hein, peu importe, il y a du trafic, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. À quel point je pense avoir une chance de convertir mon utilisateur si je suis à Paris. Donc, il y a peu de chance à Paris. Pourquoi ? Parce que la concurrence est accrue, tout simplement. Comme il y a plus de concurrence, bah, les gens à Paris, en tout cas dans ma tête, dans la manière dont je le pense, font un benchmark de 3, 4, 5, 6 concurrents. Et donc, en fait, ça va prendre plus de temps, il va y avoir plein d'enjeux, etc. À l'inverse, la personne qui a tapé agence de gros hacking à Limoges, elle ne va pas avoir beaucoup de choix. Donc, le taux de conversion, il va sûrement être plus élevé. Voilà. Et à quel point c'est une ville qui a de l'argent, en fait. Les gens qui habitent à Paris, ils ont probablement plus d'argent que les gens qui habitent à Limoges. Donc, c'est plus ou moins objectif. Tout ça me permet de faire un score et de définir, OK, bah en fait, si je dois commencer à faire mes pages, je vais commencer par exemple, ici, là, dans ce screenshot. Alors, on n'a pas commencé par Grenoble, hein, mais par Grenoble, qui est finalement celui qui est le plus équilibré et qui a le meilleur score. Ensuite, je fais la même chose dans le cadre de mes expertises, si j'en ai plusieurs. Imaginons, je fais des travaux, je fais du tout corps d'état, donc je fais du plombier, je suis plombier, mais je suis aussi maçon, etc. Bah, je peux faire maçon Paris, plombier Paris, machin, etc., etc. Et donc, je vais classer de la même façon mes expertises. Ensuite, on en est à la deuxième étape, qui est le petit truc que personne ne fait jusqu'à présent, je pense, ou en tout cas peu. C'est d'aller se créer une boîte postale. Donc, même si vous n'avez pas de zone de business locaux à Limoges, il est tout à fait possible de se créer une fausse boîte postale. Et bah déjà, il y a La Poste, hein, tout simplement, qui fait ça. C'est 59 € par an. Donc, globalement, vous pouvez créer une boîte postale. Ensuite, vous allez voir Google My Business, et vous leur dites, OK, voici ma boîte postale, envoie-moi ton courrier pour valider que je suis bien ici. Ils vous envoient un courrier, vous validez le courrier, et vous payez 59 € par an par boîte postale à La Poste. Vous avez votre boîte postale. Si vous avez des clients, en gros, concrètement, si vous avez plus de 1 client qui vous rapporte 59 € par an, c'est une bonne stratégie. Si vous n'avez pas ça, je pense que vous êtes un peu mal parti sur le parti business de manière générale. Si un client vous rapporte moins de 59 € par an, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc simple, mais en fait, simplement aller... alors, il y a plein de services de domiciliation sinon, mais La Poste déjà le fait, donc il n'y a pas de raison de passer par autre chose. Une fois que vous avez créé vos fiches, validé vos fiches, ah oui, un truc important, c'est, là, vous avez vu, je vous ai mis plein de villes, mais l'idée, c'est pas de le faire en mode bourrin. Si vous faites 150 adresses d'un coup, Google, il va se douter de quelque chose. Donc, mieux vaut y aller crescendo, encore une fois, avec ces scores-là, que d'y aller en mode, je fais 150 adresses du jour au lendemain. Ça serait pas crédible. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bon, vous allez vous retrouver avec 1, 2, 3, 4, 25 adresses, vraies ou fausses. Il va falloir les administrer, ces pages, pour les remplir, pour répondre aux avis, pour plein de choses. Voilà. Donc, il y a des outils. Encore une fois, je fais un petit peu la promo de Local Ranker parce que j'ai eu un call avec eux il y a quelques temps et leur outil, je le trouve très bien. Mais du coup, ça permet de gérer vos fiches localement, que vous en ayez 1, 2 ou 150. Et donc, ça simplifie vachement le process, ça va beaucoup plus vite. Step 2, on crée des pages. Donc là, vous voyez, elles ne sont pas très jolies, on est en train de les refondre, mais on a des pages par thématique et par ville. SEO Bordeaux, SEO Marseille, SEO Paris, et on en a plein. On est d'accord, ces pages, c'est des landing pages. En gros, il y a un contact form, etc. Tout à fait. C'est des pages, alors c'est des pages optimisées pour du SEO. C'est pas des blogs, des articles. Non. On est d'accord. Non, c'est pas du tout des articles. Ce sont des landing pages qu'on a fait en scalant la production de landing page. Donc, on va y venir. Comment on fait pour créer plein de pages comme ça, thématiques? Bon, bah, la première étape, c'est, OK, on va prendre les choses dans l'ordre, on va se créer un zoning de notre page. Donc,
Attends, juste avant que tu partes, j'ai une question rapide de François. Est-ce que c'est pertinent de créer une page Google My Business en prenant mon adresse perso si elle permet de toucher une cible différente de celle de l'adresse du bureau? Bah En ouais. gros, donc, clairement. Oui. Ah oui, carrément. Ouais. Ça, en fait, non, alors je vais être un peu plus nuancé. Reprends ta zone de chalandise, d'accord? Et en fonction de ta zone de chalandise, tu auras ta réponse. Donc, encore une fois, le truc de boulangerie versus tailleur de pierre. Ouais. D'ailleurs, il y a combien de boulangers dans le webinar? Juste qu'on sache un peu. Il y a peut-être des pâtissiers aussi. Si vous n'êtes pas boulanger, merci de mettre un plus. Cool. Merci. Merci Sam pour toutes ces remarques très pertinentes sur ce webinar. Non, mais il faut un peu d'activité dans le chat parce que voilà. Ouais, n'hésitez pas, si vous voulez, on fait une pause. Donc en fait, tous les autres, vous êtes boulangers, c'est ça, tous ceux qui n'ont pas mis de plus. Donc en fait, vraiment, on a vraiment bien ciblé les boulangers comme on voulait. Au top. Et je pense qu'il y a beaucoup de tailleurs de pierre aussi d'ailleurs. Ouais, des tailleurs de pierre. Ouais. Encore plus. Encore plus. Du coup, je reprends ou je laisse les questions un petit peu? Non, là, ils mettent des plus parce qu'ils ne sont pas boulangers. Donc, d'accord, bon, c'est bon. Ok. Mince, on s'est raté. La prochaine fois, on fera du call pour choper tous les boulangers. C'est ça, exactement, ouais. Donc, premièrement, vous faites du zoning. Le zoning, c'est la première étape de qu'est-ce qu'on fait quand on crée une landing page. On ne s'intéresse pas du tout au contenu. On s'intéresse uniquement à, OK, il faudrait qu'il y ait un blog qui parle de ça, il faudrait qu'il y ait un blog qui parle de ci, il faudrait que ça soit comme ci, comme ça. On n'est pas là pour parler des best practices SEO, mais bon, je pense que la plupart, vous les connaissez. Il faut qu'il y ait le mot-clé. Il faut que, si on est sur une intention locale, il faut quand même des rappels de oui, on est bien à Marseille, là, les gars, et tout. On parle bien de Marseille, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ces champs, on va passer à l'étape où on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est variable dans cette page. Typiquement, le mot-clé agence marketing Marseille, c'est une variable. Parce qu'en fait, demain, je vais mettre Paris à la place, ou Limoges, ou Paris 11e. Le bloc qui va mettre en avant le fait qu'on fait du SEO, c'est une variable aussi. Peut-être que je ne vais plus parler de SEO demain, mais de SEA, ou de prospection, ou d'autres choses. Et donc, je vais variabiliser, en fait, tous les champs possibles de ma page qui pourraient avoir du sens de variabiliser. D'accord ? Et donc, je prépare mon zoning, je prépare mes variables, puis je mets une couche graphique. Donc, je mets une couche graphique et mon texte. Donc, j'écris ma première landing page. La toute première, je vais l'écrire moi-même et je vais variabiliser ce qu'il faut. Donc là, tu vois, par exemple, agence Google Ads, là en haut, c'est une variable. Exposez votre théorie sous Google Ads, c'est une variable. Ce visuel-là, c'est une variable. Etc., etc., etc. Donc, tout ce que j'ai pu variabiliser, je le valide avec le couche graphique, que ouais, c'est bien ça qu'on va faire, etc. Donc, je le fais sur un Figma, là, en l'occurrence. Une fois que j'ai fait la couche graphique et le texte, j'intègre ma page sur Webflow. Alors, il y en a d'autres, des CMS. Vous pouvez faire ça avec WordPress si vous voulez, mais je ne vous le recommande pas, parce que c'est quand même un peu compliqué. Webflow, c'est quand même beaucoup plus simple pour une raison assez évidente, c'est qu'en fait, on va le voir, on peut tout intégrer avec un Excel, en fait. On peut générer autant de pages qu'on veut avec un Excel. Donc, je vais variabiliser mes champs en disant, OK, ça, c'est un champ variable, ça, c'est un champ variable, ça, c'est un champ variable, etc., etc. Je teste le page speed, je teste le mobile, je vérifie que pour ma première page, tout est nickel. Et une fois que tout est nickel sur ma première page, il est temps de le faire en scalant les choses. Donc, je me fais un petit Google Sheet. Bon, là, je vous avoue, il est moche, mais on va quand même comprendre. Je me fais un petit Google Sheet avec mes variables de mots-clés. Donc là, en l'occurrence, mes expertises. Là, mes villes. Et pour chacun des champs que j'ai variabilisés, je vais avoir une colonne. Donc, je vais décliner par ville, je vais décliner par expertise dans mon cas. Et je vais me faire une colonne à chaque fois. Je vais exporter ma première page que j'ai créée. Ça va me donner l'ensemble de comment est structurée dans Webflow exactement la page, et avec les bons noms de champs, etc., etc. Puis, pour chacune des autres sociétés, je vais devoir écrire ça. Alors, on ne va pas s'emmerder à écrire tout, parce que vous imaginez bien que si on a 2-3, ça va, mais si on a 300, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
on va utiliser notre fameux chat GPT, en l'occurrence OpenIA, qui a une API et qui permet avec un petit script que j'ai créé, permet d'utiliser OpenIA dans Google Sheets. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai créé ce script, puis une fois que j'ai créé ce script, j'ai écrit un prompt dans lequel, dans ce prompt, je lui ai passé des variables qui sont les variables de Gros Hacking Toulouse, par exemple. Et donc, je vais lui dire, voici le mot-clé que je veux cibler, c'est Gros Hacking Toulouse, et je lui donne plein d'informations. Alors là, elle est assez simple. Je veux que tu te comportes comme un rédacteur spécialiste en SEO, en marketing. Je veux que tu m'écrives la balise title. Et puis après, je lui dis, OK, il faut que ma balise title elle fasse 65 caractères et entre 45 et 65, etc., etc. Que tu rajoutes des éléments de réassurance, qu'il y ait mon mot-clé dedans. Et pour chaque champ, je fais un prompt. D'accord? C'est-à-dire que chacun de ces champs-là égale un prompt. Ensuite, on va pas se le cacher, il faut quand même repasser derrière un petit peu, parce que ChatGPT, il fait pas que du truc super quali. Donc j'appelle ma fonction, je lui donne les deux variables, hop, ça me crée mon truc, je vérifie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi je vérifiais de manière avec des scripts aussi, mais vous pouvez le faire à la main, c'est très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je publie toutes mes pages de mon Google Sheet là. Je prends, j'exporte en CSV, je l'importe dans mon Webflow, et ça me fait des pages pour chacune de ces lignes. J'ai une nouvelle page. Ça, plus ma page Google My Business, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut pour ranker sur Agence Gros Hacking Toulouse, Agence Gros Hacking Nice, Agence Gros Hacking Nantes. Finalement, là, je peux vous montrer. En gros, j'ai fait un screenshot qui date un petit peu. Alors là, on est le 26 octobre. Donc, ça date d'il y a un mois, à peu près. Sur des thématiques qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, Gros Hacking. Hein. Vous voyez, Agence SMO Reims, on n'a pas d'agence à Reims. Hein. Pour la question de tout à l'heure de je sais plus qui, non, j'ai pas d'agence à Amiens ou à Angers ou à Besançon ou à Brest ou à Dijon ou à Lille ou à Limoges. Pourtant, en fait, je suis premier sur agence SMO Reims, Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Limoges, etc. Sur le gros hacking, pareil. Sur Bing Ads, pareil. Sur la prospection, pareil. Et là, j'ai coupé l'écran parce qu'au bout d'un moment, il fallait arrêter. Mais en fait, il y a un certain nombre de mots sur lesquels j'ai une intention de recherche ultra qualifiée, sur lesquels je suis premier. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on passe à la suite? Kevin est en train de taper. Mais je crois plutôt qu'il Vous mettez des variables dans le code? Dans le chat GPT ici? Ouais. En fait, je mets des variables dans le prompt ici. Dans mon prompt, je lui mets des variables. En fait, je vais faire ma trame de mon prompt. Et dans ma trame, je vais ajouter des variables. Alors là, en l'occurrence, c'était pour signifier que c'est une variable. Mais en réalité, ce que je fais, c'est égal tout ce texte. Puis après, je prends ma variable. Puis après, je fais la suite, etc. etc. Et ça me permet d'avoir un prompt qui est... Là, il est très simpliste, hein, ce prompt. Ne prenez pas celui-là. C'était juste pour l'exemple. Il est très, très simpliste. Mais ça me permet d'avoir des prompts uniques par champ, en fait, et par ligne. Ok, ensuite, notre question WordPress Workflow. La question, c'est j'ai cru comprendre que WordPress n'est pas optimisé pour une intégration avec Webflow. C'est bien ça? Et Alors, si oui, quoi d'autre utiliser? En gros, c'est... Ouais. Alors, en fait, nous, par exemple, chez Dezio, nous, on utilise WordPress et Webflow. On a les deux. Donc, on a que je dise pas de conneries ici, c'est WordPress, on s'en sert pour la partie blog. Donc, tout ce qui va être création de contenu, on utilise WordPress parce que c'est quand même un outil qui est, contrairement, il est beaucoup critiqué, mais il est pour moi très, très pratique pour créer du blog parce que c'est facile de déléguer à des rédacteurs. Tout le monde connaît WordPress. Il y a une communauté importante, il y a beaucoup de plugins, etc. Donc, je ne suis pas du tout réfractaire à WordPress, contrairement à beaucoup de SEO qui n'aiment pas ça, en tout cas les SEO les plus techniques. Mais pour moi, WordPress, ça reste un CMS dans le sens blog, alors que Webflow est beaucoup plus flexible sur le côté design, etc. Donc, je m'en sers plus pour des pages de vente, le site vitrine, ce genre de choses. Et on peut cumuler l'un et l'autre. Il y a un plugin Webflow dans WordPress
qui permet de générer les pages Webflow dans WordPress. C'est comme ça qu'on fait, nous. Ouais. Après, moi, pour mitiger ton discours, on va dire, ça peut faire peur là de faire l'automatisation, mais commencer à la main. Vous pouvez faire 4-5 pages sans intégration avec sans. Enfin, le processus, on vous l'a montré là, mais vous pouvez faire juste 4-5 pages à la main. Voilà. Ouais, bien sûr. Et moi, franchement, ça serait même ma recommandation. Ça serait d'abord faire à la main 4-5 pages sur des villes précises pour voir comment ça prend. Et après, si vous voyez que ça donne du résultat, automatiser avec tout le parcours que Jonathan a montré, les boîtes postales, etc. etc. Ouais, clairement. Ne vous lancez jamais, de manière générale, ça sert à rien de faire quelque chose at scale quand on ne l'a pas testé d'abord à petite échelle. D'accord ? Donc, une bonne stratégie est bonne pour une personne, elle peut être mauvaise pour une autre, elle peut ne pas fonctionner du tout pour quelqu'un d'autre encore. Et puis, l'idée de le faire à la main, ça permet de comprendre les erreurs avant de… Parce qu'en fait, après, une fois qu'on a commencé à automatiser quelque chose, le process est beaucoup plus figé que quand on le fait à la main. Ouais. Donc, et de changer quelque chose dans une automatisation, c'est beaucoup plus long que de changer quelque chose à la main. Donc d'abord, on se fait la main, on met les mains dans le cambouis, on teste, on essaye. Une fois qu'on a trouvé la recette qui fonctionne dans le contenu, dans le design, dans tous ces trucs-là, là, on commence à se dire, OK, bon, c'est bon, next step, comment on fait? On va scaler ça. Ouais. Il y a deux questions. Est-ce que les articles Google Discover sont considérés comme backlink de Boris? Laisse-moi répondre à Boris. Boris, c'est pas un webinaire sur Google Discover, donc on va pas répondre. Non, je rigole. Non, tu peux répondre. Non, mais vas-y, tu avais commencé, donc tant pis pour toi. Non, mais je pense que les articles, si un article t'envoie un lien, c'est un backlink. Google Discover, c'est juste on va dire le médium qui affiche tes articles. Hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi, John? Parce que maintenant, là, les gens, ils sont dans le chat. Ouais, t'es un peu trop violent, Samuel. Arrête, les gens quittent le webinaire à cause de toi. Reste sur le webinaire. Il y a encore une partie. Il y a encore une surprise à la fin. Non, c'est pas vrai, mais il faut que les gens restent. Alors, oui, ça marche, mais en fait, en vrai, tout ce qui est backlink qui vient de Google directement, c'est pas top dans l'idée parce que Google, il est pas bête, quoi. Il connaît son algo. Mais sur le papier, je pense que c'est pris comme un backlink. Moi, je pense. Et ensuite, une autre question de Kevin qui l'a vraiment orienté SEO local. Donc, je vais répondre à Kevin de manière, on va dire, gentille. Sois un peu plus diplomate, s'il te plaît. Ouais, mais la diplomatie, j'y crois pas. Bon, bref. Donc, si je comprends bien, la stratégie pour scaler son SEO local, création de pages pour chaque ville visée, puis création de fiches Google Maps ou Google My Business pour chaque ville visée. Ouais. C'est ça. Et optimisation, du coup, des points qu'on a vus avant, donc des best practices de tes pages. Et donc, ça peut vite devenir une usine à gaz, hein, parce que là, vous voyez, il y a beaucoup, là, par exemple, dans l'écran que je vous montre, il doit y avoir une vingtaine de pages. En réalité, j'en ai beaucoup plus que ça. Donc, de gérer tout ça, si on n'a pas des outils un peu performants pour gérer ça, c'est compliqué. C'est pour ça que je préconise Webflow plutôt que WordPress, parce que dès que vous allez devoir faire une modification sur WordPress, ça va être une galère. Sur Webflow, c'est quand même vachement plus pratique aussi pour ça. Ouais. Et par exemple, sur Webflow, je peux tout à fait, alors je ne suis pas un expert de WordPress, hein, mais sur Webflow, je peux tout à fait changer le design sans changer le contenu et ça me régénérera toutes mes pages avec le nouveau design. Si j'ai envie de changer le design, parce qu'en fait, d'un point de vue conversion, c'est pas top. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Mais voilà, vous voyez, il y a des choses comme ça. On peut modifier dans un CSV. En fait, je peux exporter toutes mes pages dans un fichier Excel et après changer tous les balises title d'un coup, si je veux. Ça va beaucoup plus vite aussi. Donc voilà. Une autre question, pour optimiser la page Google My Business de chaque ville. Est-ce que tu pointes vers le site web ou est-ce que tu ramènes vers la landing page de chaque ville? Moi, je ramène sur la landing page de chaque ville. Personnellement, je fais ça. D'accord. Voilà. Après, comme dit, je pense aussi, comme dans tout le SEO, c'est testé. Hein. Voilà. Ouais. Moi, je ramène là. Alors, pour l'instant, j'ai pas de Google My Business pour chacune de ces pages. Je rentre déjà bien. Vous pouvez le voir. Ouais. Mais c'est dans les tuyaux, donc ça avance petit à petit. Mais
mais ouais, de manière générale, en fait, la proximité sémantique, c'est mieux. Donc, de le renvoyer vers une page qui parle bien de Reims, c'est le conforter dans l'idée que, ouais, vous êtes bien à Reims, les gars. Ouais. Voilà. Est-ce que tu fais Et vivre ton JMB, genre avis par semaine, etc. On a déjà répondu avant, mais toi personnellement, Jonathan, est-ce que tu fais vivre ton Google My Business? alors, nous, ce qu'on fait, nos process au sein de Dezio, c'est en fait, on fait passer un NPS. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, ça parle à tout le monde, les NPS ou pas? Ça vous parle? Ils peuvent pas répondre, donc oui, ça leur parle, oui. Ok, Ouais, je alors pense, bon, ouais. Net Promoter Score, en gros, c'est une question qui dit, ok, à quel point vous recommanderez Dezio. On envoie ça à nos clients. En gros, c'est une note qu'ils peuvent donner de 1 à 9. On considère qu'un promoteur, c'est quelqu'un qui met 8 à 9. Un neutre, c'est quelqu'un qui met moins de 8 et plus de 6. En gros, enfin 7, 8, quoi. Et un détracteur, c'est quelqu'un qui met de 1 à 6. Donc, les 8, 9, on leur envoie directement Hey, est-ce que tu veux bien mettre un avis sur notre page Google My Business? Et on switch d'une page à l'autre en fonction de nos enjeux du moment. C'est-à-dire, si je veux, en ce moment, je me fais un sprint où je fais tout pour ranker sur Bordeaux, bah, je vais rediriger tous les avis, toutes les personnes qui soient à Paris ou à Bordeaux, je les fais écrire des avis sur ma page de Bordeaux pour le moment, etc. etc. Tant que je ne suis pas bien positionné sur Bordeaux, je fais ça. Puis après, je passe à Angers, puis après, je passe à Besançon, etc. Euh, Deuxièmement, qu'est-ce que je voulais dire? Les 7-8, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour passer en 8-9, justement. Et les 1-6, c'est warning de notre côté. Globalement, c'est moi qui les appelle pour leur dire, OK, si tu as mis de 1 à 6, c'est que tu n'es pas content. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? On peut en parler pour qu'on essaye de s'améliorer, pour essayer de les faire remonter d'ailleurs dans le score. Et puis on essaye de comprendre aussi comment faire pour faire le meilleur travail. Qu'est-ce qu'on a fait de mal qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre accompagnement, tout simplement. Ok. Une autre question très intéressante de Kevin, c'est par rapport au maillage interne. Comment tu gères le lien en gros, les liens entre les différentes landing pages? Ouais, très bonne question. En fait, on va parler de la différence entre. Alors, Sam va se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. Ouais, on va parler de la différence entre les silos et les cocons. Pour moi, c'est deux choses différentes. Un silo, c'est j'ai un e-commerce, je te montre tous les pantalons que j'ai, peu importe la taille, peu importe la couleur, peu importe tout. Euh, Ça a pas forcément, c'est pas forcément très pertinent parce qu'en fait, si je suis une femme de 40 ans, d'avoir les pantalons pour les enfants de moins de 12 ans, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'aurais bien aimé avoir les t-shirts de femmes de mon âge ou les femmes de ma taille. D'accord. Donc, en fait, la différence entre un silo et un cocon, c'est ne pas classer les pages par expertise, parce qu'en fait, c'est pas ça que va rechercher l'utilisateur, mais par ville. En fait, ce qu'ils veulent, c'est le mec qui a tapé Reims, le mot-clé important dans agence SMO Reims, c'est Reims, c'est pas SMO. Donc je vais pas faire du maillage entre les pages de SMO, je vais faire du maillage entre les pages de Reims. Parce que la personne qui veut du SMO à Reims, potentiellement, elle voudrait bien aussi de l'ADS à Reims. Ou, Ouais, d'accord, ok. Donc tous les trucs qui sont liés à Reims, tu les lis entre eux. C'est ça que voilà, tu veux dire? voilà, c'est ça. Et, D'accord, ok. et je lis ça avec une page mère qui est agence Reims. Ou D'accord, agence ok, je S. vois. Ok, ouais, Voilà. c'est clair. Et Après, non une autre. pas, et Ouais, non vas-y. pas et non pas l'inverse. D'accord. Je ne lis pas toutes les pages SMO entre elles. D'accord, ok. Une autre question de François, donc là c'est plus la partie commerciale. Quand quelqu'un t'appelle et comment tu justifies qu'en fait tu n'es pas dans la ville? Ah, c'est super marrant parce que ça nous arrive du coup de plus en plus. Là, on en a eu deux, trois récemment. Il y en a un qui nous a appelé de Lille en disant mais vous êtes où à Lille machin. Du coup, ce qu'on dit nous, ce qui n'est pas faux, on leur dit qu'on est full remote et que du coup il y a des gens un peu partout chez nous en Ouais. France et ailleurs. Du coup, pour l'instant, c'est la parade qu'on a trouvée. Et il y en a d'autres qui nous disent plus récemment, il y en a un autre qui nous a appelé de Nantes et qui nous a dit mais vous devez connaître machin bidule ou l'agence blabla de Nantes. Mhm. Et là, on botte un peu en touche. Pour l'instant, on n'est pas assez, on n'est pas Bon, assez après, bon voilà. sur les concurrents locaux pour savoir ça.
Après, vous mettre transparent, je pense, avec les prospects, leur dire voilà, comme tu dis, c'est une bonne façon de dire vous êtes en remote ou voilà, non, on n'a pas d'agence locale, mais vous voyez aussi qu'on est fort en SEO. On a réussi à ranker sur une ville où on n'est pas. Donc, si vous voulez des experts SEO, passez par nous et pas par vos agences locales. C'est clair, c'est exactement ça. Parce que du coup, ouais, voilà, on arrive à ranker dans des villes où ils sont pas. Donc, ça peut être un frein. Pour l'instant, ça l'est pas. Jusqu'à présent, ça l'est pas. Sur tous les prospects qu'on a pu avoir grâce à ces pages, parce que du coup, ce que je n'ai pas dit, c'est que sur ces pages, il y a un formulaire, que dans ce formulaire, je renvoie le slug. Donc, le slug, c'est quoi? C'est SMO Reims, d'accord? Dans le formulaire. Comme ça, je sais globalement les pages qui me rapportent des prospects et les pages qui m'en rapportent moins. Et du coup, si elles ne sont pas premières, c'est les premières que je vais optimiser. Ouais. Encore Kevin qui parle de maillage et de structure d'un site. En fait, là, il explique est-ce qu'il est efficace de renvoyer toutes les pages mères des villes vers encore des régions au-dessus? Donc, moi, j'ai envie de répondre, ça dépend de ton business. Si tu fais du business au niveau européen ou au niveau national, je ne sais pas, à voir en fonction de ton business, mais ça pourrait avoir du sens, je pense, de restructurer encore cette arborescence de villes, régions, pays, planètes. Ouais, métaverse. Métaverse, ouais. Non, oui, non, ça pourrait avoir du sens, mais il faut effectivement, en fait, il faut avoir c'est pas une réponse universelle. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est clair, c'est en fonction de, voilà, si c'est pour juste la beauté du geste, vas-y, fais-le. Mais si ça t'apporte rien, ne le fais pas. Enfin, voilà. Et puis concrètement, si tu veux, l'idée, c'est quand on scale les choses, il faut scaler, ça ne veut pas dire aller dans tous les sens. Ça veut dire avoir un focus et aller à fond dans ce focus. Et après, voir l'étape d'après pour encore scaler davantage si c'est nécessaire. Et concrètement, aller au niveau des villes ou des arrondissements, si je devais prioriser les choses, à mon avis, mais je peux me tromper, hein, il y a plus de recherches sur la ville ou l'arrondissement que sur la ville ou l'arrondissement, oui, que sur les régions, même si d'un point de vue maillage, effectivement, ça pourrait ramener un changement plus fort. En fait, là, je vais te challenger. Mais en fait, ça dépend de ton client. Ça dépend de ton client. Ça dépend de comment. Voilà. Tu peux pas. Moi, je pense pas que tu as un truc prédéfini. C'est voilà, tu dis arrondissement ou ville. Il faut comprendre comment son client va chercher justement, et ensuite à partir de là, se positionner sur un arrondissement, sur une ville, sur une région ou sur un continent. Ouais, merci. Bon continent, je pense pas. Bon, merci. Ouais, merci. Désolé. En vrai, le point, je pense, de Kevin, c'est surtout que ça rajoute de la proximité sémantique avec la région et la ville. Tu vois, quand tu parles de Nice, de Marseille, je sais pas quoi, Nice et Marseille, d'ailleurs, c'est pas dans la même région. Ouais. Mais bon, si tu parles tu mets par-dessus une page région, tu fais une espèce de cocon qui te montre bien que tu es dans la région et après dans la ville. Ouais. Ce qui peut être une bonne stratégie, mais pour moi, je le mettrais en temps 2 si vraiment tu n'arrives pas à ranker sur la page. Ouais, c'est vrai. Pour rajouter de la proximité sémantique, ça peut avoir du sens. Mais pour le moment, moi, j'ai pas eu besoin de faire ça. Ok. Ensuite, une autre question de Bakar qui dit c'est plutôt orienté du coup agence et moins applicable dans le e-commerce. J'ai envie de le dire oui. À part que le e-commerce, c'est une recherche locale, mais. Ouais, c'est ça. Si t'as mais tu peux avoir tu peux avoir des recherches locales dans le e-commerce, je pense. Si tu vends un produit qui peut être retrouvé dans un supermarché, ou un artisan, tu vois, je sais pas. Ouais. Mais effectivement, c'est plus compliqué dans les e-commerce. Non, c'est clair. C'est plus pour, pour les gens qui ont comme je disais au début, ceux qui ont des sujets locaux. Donc, que ça soit une recherche locale ou je suis local, ou j'ai une boutique physique, quoi. Soit j'ai des boutiques physiques, soit j'en ai pas, mais il est possible qu'il y ait des gens qui me cherchent physiquement dans ma ville. Ah, alors, Kevin, c'est intéressant, ma question est en lien avec un site situé en Suisse. Ça me parle parce que je suis très proche de la Suisse. Les recherches là-bas sont souvent utilisées via les cantons. Ouais, donc là, c'est clair. Je vois la Suisse, je vois la géographie. Là, peut-être que tu devrais, je sais pas, enfin, te baser sur la géographie de la Suisse, donc avec peut-être des recherches niveau cantonal, canton de Berne, canton de Bâle, canton de Bâle-Land, avec différentes villes. Alors là, vous me parlez en chinois, mais bon. Non, c'est du suisse. Je vais te faire l'accent suisse si tu veux. Non, mais Bretzel. Ouais, Bretzel. Bretzel forever. Ouais. Écoute, il est déjà midi. Peut-être qu'on va finir. On avance. Il nous reste 10 minutes, les gars.
Si vous avez faim, attendez encore un peu, parce qu'il y aura une surprise à la fin. J'aime bien dire ça, genre les mecs qui vont s'attendre à une surprise. Ouais, il y a une surprise. Quelqu'un a une surprise, on ne sait pas. La surprise, c'est est-ce qu'il y aura une surprise. Donc, on va enlever le local maintenant, juste pour finir, pour conclure ce webinaire. Donc, le SEO at scale, tu peux aller sur... Donc, en fait, le concept aussi, au-delà du SEO local, c'est ce qu'on vient de voir, en fait, c'est qu'il y a un mot-clé cible, plus une variation. John, en fait, il a montré que la variation, c'était différentes villes. Tu peux aller au slide d'après, mais en fait, la variation, en fait, ce que je veux dire là, c'est que si vous avez quelque chose à vendre ou un service à fournir, votre mot-clé cible, c'est peut-être voilà, ce type de service. Et ensuite, vous pouvez cibler différents types d'industries, différents types de personnes, une spécificité. C'est pas clair, donc je vais vous montrer un exemple. En gros, imaginons que je suis une agence et je vends des stratégies de contenu. Voilà. Et je pourrais me positionner là, pas avec une landing page, mais avec plutôt un blog, un article de blog où je pourrais faire une stratégie de contenu pour SaaS, une stratégie de contenu pour débutants, une stratégie de contenu pour PME, pour entreprise, pour freelance. Donc, vous voyez, en gros, c'est que j'ai mes différentes cibles et parce qu'en fait, une personne PME peut-être va taper plus stratégie de contenu PME que pour entreprise. Donc, voilà. L'idée par là, c'est vraiment ça, c'est pouvoir scaler aussi sa stratégie de contenu en mettant des variations qui vous permettent d'avoir moins de compétition, parce que stratégie de contenu est plus compétitif que stratégie de contenu pour quelque chose, et ensuite de multiplier en fait vos chances d'être vu. Tu peux aller sur le prochain, et donc là, je rappelle un peu ce que John a dit, en fait, pareil pour un blog ou pour une page landing page, avoir un template. Donc, stratégie de contenu avec votre variable et ensuite la structure de votre blog avec les différentes variables qui sont en fait les spécificités de chaque recherche. Tu peux continuer. Donc là, je vais juste montrer un exemple en fait pour Sroo.com, donc pour le site de Sroo. J'ai commencé cette expérimentation. Donc, je suis en peine au début, donc je n'ai pas encore de résultats concrets à vous partager, mais en fait, ce que je vais faire, c'est une librairie de templates. Moi, pour être clair, dans Sroo, il y a une feature qui permet de créer des content briefs, des briefs de contenu. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est je commence à faire une librairie. Donc, content brief pour SaaS, content brief pour blog post, content brief pour agence, etc., etc. Le but, c'est de créer un ensemble de templates à télécharger, donc une librairie. Et le but, bien sûr, c'est au final d'être visible sur plein de requêtes, de cibler clairement les gens que je veux mes futurs clients, et ensuite leur faire télécharger un brief ou leur faire utiliser mon outil. Tu peux aller au slide d'après. Et là, comment je travaille en fait avec mes rédacteurs aussi. Donc, j'ai pris un brief de contenu où c'est un peu l'idée de ce que John a dit. Hein. C'est voilà, là, c'est fait à la main, c'est pas fait avec du chat GPT. Hein. En gros, j'ai un brief où j'ai mis toutes les variables et je donne ça à mes rédacteurs et je leur dis voilà, écris-moi un contenu pour SaaS, un contenu pour agence, un contenu pour XYZ. Et là, peut-être d'autres questions, c'est mais comment faire pour pas que le contenu soit redondant ou comment éviter le duplicate? C'est clair, il faut faire attention. Il faut expliquer à son writer de quand même mettre pas tout le temps les mêmes textes, pas faire juste du copier-coller, changer les variables, parce que ça marchera pas. Donc là, il faut être un peu plus créatif. Il faut trouver quand même des angles un peu différents. Parfois, je change les H2, H3 en fonction de la cible. Et aussi, pour pouvoir être peut-être encore plus sûr de ne pas faire des contenus similaires, demander à 2-3 writers d'écrire ces différents types de pages. Comme ça, vous êtes sûr de garantir une sorte de mixité et de pas trop d'overlap en fait, entre vos contenus. Ouais, prenez autant de writers que vous avez limite. Enfin, c'est plus compliqué à gérer, mais autant de writers que vous avez. Quoi. Non, mais si tu as 3 writers, tu prends les 3 et tu leur dis à chacun de faire 3 templates et tu en as 10 au final, enfin tu en as 9. Mais, ouais, clairement. Donc voilà, ouais. Non, vas-y. Non, mais c'est juste pour montrer un peu voilà, le fait que en fait, cette stratégie en fait, qu'on a fait pour le local, en fait, ça s'applique à d'autres domaines. Et c'est des choses que, surtout quand vous avez peut-être des sites avec peu d'autorité, aussi l'idée c'est de cibler, avoir vraiment un truc un peu plus niché, on va dire, que le mot-clé high level. Ouais. Et juste pour revenir sur un truc, sur mon process, moi, effectivement, le but c'était de faire des tests rapidement, d'avoir des résultats rapidement. Donc j'ai utilisé ChatGPT parce que c'était le truc qui me permettait d'avoir des résultats positifs comme négatifs, hein, et des résultats, des stats, rapidement. Du coup, j'ai utilisé ChatGPT pour faire mon truc. Mais maintenant, j'en suis à la deuxième phase.
Donc maintenant, je reprends, maintenant que j'ai mon positionnement, mes pages et qu'est-ce que ça me rapporte, je reprends mes pages, je repriorise et là, je retravaille à la main ces pages. D'accord? Parce que toutes les pages qui n'ont pas suffisamment ranké, elles ont besoin d'un travail manuel et créatif. Toutes celles qui ont ranké directement, bon, bah, tant mieux, hop, c'est bon, on n'en parle plus pour l'instant. Mais par contre, celles qui ne rankent pas suffisamment, bah là, j'y vais à la main. Et là, je fais un travail un peu plus de fourmi où je vais regarder chacune des pages, pourquoi elles ne rankent pas, qu'est-ce que je peux faire de mieux, etc. Ouais. Et juste là, pour finir avec mon exemple, là, je ne l'ai pas mis la structure interne des liens. Mais en gros, il y aura une page mère, une page pilier qui sera la liste de tous les templates qui va rediriger vers chacun des templates content brief. Et ensuite, pour chaque page content brief, à la fin, j'ai encore le listing je redirige vers la page mère et je redirige aussi vers tous les autres templates. Donc comme ça me fait un mariage assez entre toutes les pages. C'est ma stratégie dans ce cas-là. Et aussi, bien sûr, chaque page individuelle redirige vers il y a un click to action vers la feature. Donc le but, c'est que les gens arrivent sur cette page, cherchent un template, mais voient que l'outil permet de faire des briefs automatiquement et donc vont vers l'outil. Donc là, voilà, c'est un peu la stratégie derrière. Voilà, la stratégie derrière, voilà, c'est le slide de fin. Et non, pas ce prochain slide. Donc, si vous avez aimé cet épisode, on a déjà prévu un prochain épisode. C'est comment transformer vos devs en copywriter ou en gros, comment créer du contenu expert qui convertit. Donc là, vous pouvez voir la photo d'un dev qui est devenu copywriter. Mais c'est pas juste les devs. Ce qu'il faut voir par là, c'est qu'en fait, c'est vos experts peuvent vous aider à créer du contenu. En fait, je vais vous raconter une histoire. J'ai bossé pour une boîte entre 2020 et 2022 où en fait j'ai revu leur stratégie de contenu et j'ai utilisé les développeurs pour créer du contenu. C'est pas les devs qui écrivaient de A à Z, c'est moi qui les guidais dans la création, mais ça m'a permis de rentrer très bien avec des articles qualitatifs, avec des articles écrits par des experts, mais avec une touche marketing. Donc je vais vous expliquer un peu le process, comment j'ai réussi à transformer justement ces devs en copywriter. Et ensuite, j'ai fait ces contenus en 3 langues. Donc voilà, on va vous montrer un peu la stratégie. Et voilà, donc rendez-vous, on va dire, le jeudi 16 novembre à 11h, si vous voulez. Et si vous ne voulez pas, tant pis. Et alors, du coup, est-ce que tu as le lien, Sam? Je n'ai pas le lien, mais peut-être que tu peux le mettre dans le chat avant que tout le monde parte manger. Ouais, 2 secondes. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des idées de webinaire. Hein, nous, on est chaud pour faire une série. Et bien sûr, le but, c'est que c'est un truc qui vous plaise aussi. Donc voilà, envoyez-nous des emails. Venez sur LinkedIn. On est présent sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous proposer des idées et on mettra ça en œuvre. Et attendez quelques secondes parce qu'en fait, je suis en train de meubler parce qu'il cherche le lien, c'est ça? Ouais, je suis en train de chercher le lien. Je te le donne. Hop, voilà. Voici le lien pour ceux qui veulent s'inscrire. Je l'ai mis dans le chat. Ça sera du coup le prochain épisode dans à peu près un mois, du coup. Donc 3 semaines. Et d'ailleurs, s'il y a des Alsaciens ou des Suisses dans le chat, moi je suis dans le coin de l'Alsace et de la Suisse, et je suis souvent sur Genève aussi ou Lausanne, donc au plaisir aussi de se voir, voilà, au cas où, autour d'une bière et d'un bretzel. Ouais, et pareil pour ceux qui sont à Marseille, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir me passer un petit coucou, me voir, j'aime bien les cafés. Donc, bon. Allez, super, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt alors. Et pour ceux qui veulent le live, l'enregistrement, je vois, vous allez le recevoir normalement par mail parce que Livestorm normalement fait bien ça. Et si c'est pas le cas, on le publiera de toute façon sur la chaîne de Dezio d'ici quelques temps. Je sais pas exactement quand on aura un petit peu de temps, mais voilà. Donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on vous reverra dans 3 semaines pour ceux qui marche. Allez, à plus. Ciao. Bye.